Donc je suis allé voir Space Jam Nouvelle Ère au cinéma, et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Salut tout le monde, les Looney Tunes au cinéma. Oui, je sais parfaitement introduire mes vidéos. Alors techniquement, les Looney Tunes sont passés par le grand écran depuis essentiellement leur début. Vous n'êtes pas sans savoir en effet que les cartoons de l'âge d'or étaient à l'époque régulièrement diffusés en prologue avant un film. Mais là je veux parler des longs métrages Looney Tunes, et ça ne remonte pas à il y a aussi longtemps, surtout si on se réfère aux longs métrages Looney Tunes originaux. Leurs premiers films étaient en effet soit des documentaires, soit des films compilations, c'est-à-dire des films regroupant des extraits d'anciens cartoons englobés d'un peu de nouvelle animation pour les relier ensemble. Dans tous les cas, c'était majoritairement un assemblage de cartoons de l'âge d'or et peu de contenu original. Et donc le premier film original des Looney Tunes au cinéma, puisque Roger Rabbit ne compte pas, c'est Space Jam. Et pour un tout premier film Looney Tunes qui ne soit pas une compilation, c'est sûr que ça a désarçonné plus d'un fan. En plus de s'attirer les foudres de Chuck Jones, qui n'a jamais caché son dégoût envers le film pour diverses raisons. Je suis content de ne pas avoir vécu assez longtemps pour voir ce jour arriver. Oh, attendez une minute. Mais que les détracteurs le veuillent ou non, le film a bien marché au box-office, au moins suffisamment pour qu'un projet de suite, et même des projets de spin-off, soient envisagés. Et je vous dis pas à côté de quoi on est passé, heureusement. D'autres sont passés avant moi de toute manière. Tout de même, ce film est malgré lui le début d'un long chemin de croix pour les personnages sur grand écran, car non content d'être mal vu de plein de fans, beaucoup de collaborateurs ont de très mauvais souvenirs de la production de celui-ci. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant pour le suivant, les Looney Tunes se passent à l'action. Un chef-d'œuvre incompris, mais qui n'a pas été épargné non plus par les interférences du studio Warner Bros, ayant essentiellement empêché Joe Dante de faire le film qu'il voulait réellement faire. Le constat, un film bâtard que Joe Dante lui-même ne voit pas d'un bon œil, le qualifiant en ces termes, je cite, « Au moins, ce n'est pas Space Jam ». Le film fut un échec à sa sortie, semblant définitivement tuer toute possibilité de revoir un long métrage Looney Tunes au cinéma. Enfin, définitivement jusqu'en février 2014, avec la résurrection du projet Space Jam 2, envisagé dès la sortie du premier film. Cependant, point de Michael Jordan cette fois. Il avait déjà décliné l'offre de faire une suite à l'époque, et vu qu'en 2014 il avait presque la cinquantaine, soit l'équivalent de 80 ans pour un humain non-joueur professionnel, ça ne semblait pas possible. Donc on ne prend pas les mêmes, puisque cette fois c'est LeBron James qui s'y colle, mais on recommence quand même, car devinez quoi, le film a une production mouvementée. C'est le moment où vous êtes sous le choc de la surprise. D'abord confié à Justin Lin, le projet échoue ensuite entre les mains de Terrence Nance, un réalisateur issu du cinéma indépendant. Et vous savez ce qu'il se passe à chaque fois qu'un cinéaste indépendant se retrouve à la tête d'une grosse production de studio. Des divergences créatives avec le studio. Exactement, voix de moi-même. Bien qu'ayant pas mal contribué à ce qui se rapproche le plus de la forme finale du film, il se tire du projet en mi-2019, celui-ci finissant confié à Malcolm Dilly. Inconnu au bataillon me concernant. Il a fait quoi récemment, le bougre? Oh. Ah ouais, oh. Oh là là, le 5e opus. Enfin bon là, c'est pas comme si cette saga avait eu un seul bon film de toute manière. Le projet avança en faisant lever plus d'un sourcil au fur et à mesure qu'on en savait plus dessus, notamment lorsqu'on a appris la place importante d'un côté crossover avec diverses franchises que la Warner possède. Et alors quand la bande-annonce est sortie, c'était le festival. Oh là là, Space Jam c'est tellement devenu commercial, où est le charme de l'original? Ouais, c'est vrai que le premier film ne doit pas du tout son existence à un quelconque côté commercial, hein, bien sûr. Enfin bon, je crois quand même qu'on a été fixé sur le côté complètement nawak de ce projet, matiné d'une bonne grosse dose d'autocongratulation déjà vomitive, au point où l'on se demandait si ça n'allait pas piétiner sur les toons eux-mêmes. Hein. Pourquoi je suis allé le voir au cinéma du coup? Bah parce que je suis la mode qui consiste à voir Day One au cinéma des films sur lesquels on crache constamment, qu'est-ce que vous croyez? Non, plus sérieusement, déjà parce que peu importe la qualité du film, je m'étais tenu à l'idée de voir un film Looney Tunes au cinéma. La même raison pour laquelle je suis allé voir le film Tom et Jerry en gros, que je ne regrette pas du tout d'avoir vu. Pas du tout. Et ensuite, parce que quitte à se farcir le concept débile des Looney Tunes jouant au basket contre des monstres, j'espérais secrètement que celui-ci soit au moins plus dans l'esprit Tunes et tire mieux profit du concept que le précédent, qui était quand même franchement chiant sur ce terrain, sans mauvais jeu de mots. Il faut savoir que je n'ai aucune nostalgie pour Space Jam, ayant découvert seulement le film il y a quelques années, et étant donné le fait qu'il a mal vieilli dans mon esprit, même si je ne le trouve pas mauvais avec un grand M non plus. Donc ça m'aurait été égal que sa suite ruine son esprit ou que sais-je, parce que pour moi l'esprit du premier film, c'est déjà mal foutu. Verdict de Space Jam 2 donc? C'est compliqué. Sur divers sites comme IMDb et Sens Critique, le film se tape des sales notes, et beaucoup d'autres retours sont particulièrement salés. Et très franchement, je les comprends. Déjà parce que ce film est débile. Mais genre extrêmement débile, même pour les standards d'un film Space Jam.
Pour vous résumer plutôt brièvement le pitch, c'est l'histoire de LeBron James qui se montre très dur envers son fils de 12 ans parce qu'il souhaite qu'il se professionnalise au basket comme lui, au lieu de passer du temps avec le jeu vidéo de haute technologie qu'il a lui-même créé de A à Z. Mais c'est alors que lors d'une visite au studio Warner Bros, LeBron et son fils sont capturés par une méchante intelligence artificielle répondant au nom de Algorithm, parce que LeBron sait payer sa poire, et il se voit défier à un match de basket 2.0 avec sa liberté comme enjeu. Ça sonne familier, non? LeBron doit donc se former une équipe en 24 heures avant le match, et il est catapulté dans le monde des Tunes alors qu'il se retrouve à la tête d'une équipe formée par les Looney Tunes qui lui viennent en aide et ils doivent affronter une équipe de joueurs mutants ayant les facultés de divers joueurs que Dom, le fils James, a retranscrit dans son jeu. Qu'est-ce que vous fumiez quand vous avez inventé ça? On était en train de manger du poulet rôti. En fait, je pense que vous l'aurez remarqué, mais Space Jam Nouvelle Ère, malgré son exécution générale différente, partage de grosses similitudes dans certains points du scénario avec le premier film. Et au bout du compte, je me suis dit que ces deux films formaient les deux faces d'une même pièce, jusque dans leur conception chaotique. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'en plus de ça, ils pètent complètement un câble et laissent perplexe, quand le premier se contente d'être pas très bon. En fait, le space dans le titre, c'est pas parce qu'il se déroule dans l'espace, mais parce qu'il est complètement déchiré. Déjà, le film ne cache absolument pas son côté commercial, quand au plus vite il te balance un LeBron biberonné aux Looney Tunes, au moins grâce au merchandising. Mais bon, ça admettons, même si le message derrière est assez malsain. Mais vient un point où le film n'en a plus rien à secouer, et se montre plus frontal que jamais. Et je ne dis pas ça seulement parce qu'il exhibe fièrement tout ce que la Warner possède comme si c'était de la prostitution. Tiens, tant que j'y suis, arrêtez de comparer ce film à Ready Player One. S'il vous plaît. Au moins le film de Spielberg ne fait pas de la référence pour la référence, et il y a un vrai propos autour de notre rapport avec la pop culture. Moi perso, je comparerais plus Space Jam 2 à la séquence Oh My Disney dans Rêve 2.0, qui est certes beaucoup plus courte, mais pas plus excusable dans son fond, avant qu'on en arrive à la scène avec les princesses. Bon, parfois il y a un côté assumé suffisamment dosé pour faire sourire, mais c'est peu de choses. En fait, bon, je m'attendais pas à de gros enjeux dans un film Space Jam, mais c'est fou comme le scénario n'en a absolument aucun, malgré ce qu'il veut nous faire croire. LeBron et son fils ont disparu, mais durant les scènes dans lesquelles le reste de la famille part à leur recherche, ça n'a pas l'air de les bouleverser plus que ça devient surtout prétexte à la blague. Mais si je comprends que ça ne veuille pas se la jouer dramatique, vu la gueule du film, il tombe justement dans l'excès de dramatisme par moment, au point que ça en soit complètement boiteux. Ce film, c'est littéralement stuff happens. Il se passe des trucs et ça finit presque anecdotique. À part que, vous l'avez pas vu venir, LeBron et son fils se réconcilient à la fin, mais sinon pas grand chose. On ne sait pas ce qu'il advient de la Warner après la destruction de leur intelligence artificielle, on ne sait pas si les événements du film sont reportés puisqu'il y a quand même des millions de personnes qui se sont retrouvées projetées dans l'univers informatique de force pour assister au match, et sans parler d'une pirouette finale qui m'a fait me demander si le film n'avouait pas sciemment qu'il n'en a rien à foutre de tous ces enjeux. C'est vraiment une forme de cynisme dérangeante qui prive le film de toute tentative de paraître sincère, comme si c'était conçu justement par une intelligence artificielle. Et justement, parlons du point qui n'est vraiment pas passé avec moi, le cynisme du film. Alors je vais tâcher de ne pas répéter tout ce que le MEA a dit dans sa chronique sur le film, dans laquelle il soulève des choses vraiment pertinentes. Mais ouais, ça me choque particulièrement que le film confonde autodérision et cynisme facile pour tenter de nous duper, lors de la scène avec l'intelligence artificielle de la Warner montrant ses grands projets pour le studio et pour LeBron. Je savais pas que ce film était basé sur des faits réels. Bref, l'idée de cette scène, consciemment ou pas, je sais pas, c'est de donner un avant-goût de ce qui nous attend, avec LeBron se retrouvant catapulté dans diverses franchises à succès du studio, quand bien même elles n'ont aucune raison d'être ramenées à la vie, comme celle des Harry Potter. Rien contre elle, c'est juste que, elle est finie quoi, laissez-la reposer en paix. Et donc LeBron, comme le spectateur un peu sensé, trouve ça complètement con comme idée. Mais ouais, vous l'aurez compris, c'est exactement ce que le reste du film va faire. Mixer LeBron avec diverses propriétés de la Warner, même quand les deux ne se marient pas ensemble. Et plusieurs spectateurs qui sont allés le voir le savaient évidemment. Et malgré le côté assumé, parce que LeBron est forcé de voyager dans ces univers contre son gré en partant à la recherche des autres Tunes, ce n'est pas remis en question. C'est littéralement juste un rappel de ce qui nous attend. Du coup, ce film me fait vraiment penser à quelque chose que les Animaniacs feraient, mais le génie de l'exécution et le sens de l'autodérision en moins. Prenons le premier épisode du reboot. Le segment final, c'est littéralement les frères Warner et la sœur Warner se moquant de la tendance des reboots à tout bout de champ, en guise de symptôme du manque d'originalité latent à Hollywood, et pas que. Tandis que les dernières secondes nous rappellent que cette série aussi est un reboot d'une franchise adorée à l'époque, et doit bien l'assumer. Yeah, but when we sell out, we know we're selling out, so it's cool.
Dans l'idée, ce reboot et Space Jam 2 peuvent paraître aussi cyniques l'un que l'autre, mais le reboot des Animaniacs n'a pas la prétention d'être au-dessus des autres reboots cités durant la chanson dans ses principes. Cette série évoque le système d'exploitation de la nostalgie du public au détriment de la créativité, dans laquelle elle est elle aussi piégée, et elle le sait, tout comme elle sait qu'elle ne peut rien faire d'autre que tenter d'être une bonne série. Les dernières secondes, selon moi, c'est une forme de satire envers ceux qui se croient plus malins que d'autres parce qu'ils assument à voix haute leurs principes douteux. En somme, c'est là où l'autodérision marche dans le cas des Animaniacs, tandis que là on te dit clairement que tout ce qui va suivre dans le film c'est une idée craignos, et ça pense que si ça ose le dire, d'une certaine façon ça devrait être accepté tel quel. Ce qui fait d'autant plus peur quand tu vois que les exécutifs de la Warner, dans ce film, sont présentés comme des zombies facilement influençables, et qu'il faut un basketteur pour leur faire se rendre compte que cette idée d'exploitation des franchises jusqu'à plus soif est mauvaise. Le dit basketteur qui finira par contribuer à cette exploitation des franchises plus ou moins directement. Mais avec tout ça, je n'ai pas parlé des tunes en eux-mêmes, alors que bon, on est là pour eux quand on va voir Space Jam. Enfin, en tout cas, moi oui. Et je pense sincèrement que le film voulait, ou en tout cas aurait pu, dire quelque chose à propos de la place actuelle des Looney Tunes au milieu du catalogue Warner. D'ailleurs, si on en croit des propos de Ryan Coogler, ici producteur, oui, le script était pensé de sorte à disposer d'un commentaire méta autour de la volonté d'avoir des franchises à univers partagé, des crossovers et tous ces trucs improbables qui semblent attirer la nouvelle génération de spectateurs. Et je pense que Space Jam 2 avait comme intention de rappeler la place importante occupée par les Looney Tunes dans la pop culture, alors qu'ils sembleraient un peu dépassés aujourd'hui entre guillemets. C'est pour ça que LG expédie LeBron dans le monde des tunes, qu'il qualifie de rejects, et ça peut servir à la métaphore finale, avec les tunes prouvant leur talent parce qu'ils l'ajoutent tunes. Une petite part de moi trouverait ce commentaire un petit peu caduque, parce que les Looney Tunes sont plus populaires qu'ils ne l'ont été depuis des années, et sont encore parfois traités avec respect, entre autres la restauration de cartoons de l'âge d'or sur HBO Max, et l'énorme succès du reboot de Pete Bramgart. Mais la franchise continue aussi d'être maltraitée sur bien des aspects, et il est vrai que ce n'est plus le genre dont vous entendrez les gens parler autour de la cafetière, contrairement à Game of Thrones ou au film DC Comics, ou susceptible, selon les majors, d'attirer en salle, comme tous ces univers partagés, et que c'est plus devenu, entre guillemets, de niche. Donc soit, c'était une bonne idée, je pense. Mais c'est le genre de choses n'ayant sans doute pas survécu à la production mouvementée du film, car il y a beaucoup de parcelles semblant venir appuyer ce commentaire, mais qui ne restent que des parcelles. Bugs se retrouve seul dans le monde des tunes parce que LG a convaincu les autres de visiter d'autres franchises a priori plus riches en potentiel, mais on ne sait pas du tout pourquoi il fait ça, ni ce qu'il a contre les tunes en particulier. En plus, à quel moment Austin Powers est une franchise avec un plus grand potentiel ou plus populaire que les Looney Tunes ? Aussi, au final, on ne sait pas pourquoi Bugs tient à tout prix à ce que les Tunes aident LeBron en devenant son équipe de basket, au lieu d'autres personnages connus envisagés par LeBron. S'il fait ça juste pour réunir sa bande, c'est complètement ridicule, sachant qu'il n'a au final aucun mal à les rassembler. Il a surtout un peu de mal à convaincre Lola avant de lui parler clairement de la situation de LeBron. Quelque part, je me dis que c'est en quelque sorte rattaché à l'envie de popularité d'Algie, pour prouver que les Tunes ont toujours voix au chapitre dans la pop culture actuelle. Mais tout ça me paraît complètement survolé. À croire que le film a été revu maintes et maintes fois sans qu'on ait une version finale harmonisant toutes les directions du film. Et oh, quelle surprise, 6 personnes sont créditées pour le scénario, et 4 pour l'histoire générale. Bref, ce film est foutraque, calculé, douteux dans son fond, carrément vendu, absolument bâclé dans ses thématiques, tente désespérément d'être à la mode, sans parler de la mise en scène inexistante et du fait qu'on se rapproche vraiment d'un shitpost sur pellicule. Et vous savez quoi ? J'ai passé un plutôt bon moment. Oui, je sais, j'ai passé les dernières minutes à taper sur le film, et tout ce que j'ai dit, je le pense sincèrement. Mais étrangement, j'ai quand même trouvé le film fun, tout en étant conscient de ses graves problèmes. Pour être honnête, j'ai même trouvé Space Jam 2 beaucoup plus fun que Space Jam premier du nom, et que le scénario tient un peu plus la route. Enfin, le scénario. En fait, l'intrigue de Space Jam n'a essentiellement aucune raison d'exister. Les Looney Tunes n'ont absolument pas besoin de demander l'aide d'un joueur professionnel pour les aider à vaincre des monstres, parce que ce sont les Looney Tunes, bordel. C'était d'ailleurs un des griefs de Chuck Jones envers le film. Au moins ici, il y a une raison d'être. C'est LeBron qui se retrouve forcé par une menace extérieure à réquisitionner l'aide des Tunes pour des enjeux qui le concernent. Ça a déjà plus de sens. Et dans le premier film, l'ascension du match jusqu'au moment où les Tunes la jouent Tunes pour mener les Monstars à la baguette n'a aucun sens non plus. On ne sait pas pourquoi ils manquent de confiance, au point d'attendre la deuxième mi-temps pour imposer leur style. Tandis que là, il y a une raison. Enfin, une raison débile, avec LeBron imposant aux Tunes des boulets en les forçant à jouer normalement jusqu'à la deuxième mi-temps. Alors qu'ils disputent un match de basket avec des règles complètement anormales.
Oui bon, je suppose qu'il fallait une ascension émotionnelle pour que LeBron se rende compte qu'il agit comme un sale type. Mais tout de même, c'est agaçant de voir le film tomber dans le même travers que le premier. C'est les Looney Tunes qui jouent au basket, bien sûr qu'on veut les voir jouer en mode fun. Et ce n'est pas plus gratifiant d'attendre ce moment pour les besoins d'un drama gâché par le ton absolument bancal du film. Mais le fameux match de basket demeure quand même bien plus fun que celui du premier me concernant. Et justement, le côté 2.0 des règles aide pas mal. Je n'ai rien contre le basket normal, mais quand on va voir les Looney Tunes jouer au basket, je ne pense pas que ce soit du basket normal qu'on veut voir. Et heureusement ce film l'a compris, en ajoutant des règles certes complètement incompréhensibles, mais assumées, et contrairement au fond cynique, pas d'une mauvaise manière. Les tunes en eux-mêmes d'ailleurs sont, je trouve, plus dans l'esprit tunes que dans Space Jam 1, malgré quelques égarements. Même si je n'aime pas la façon qu'a le film, sans doute pas intentionnellement, de parfois les résumer à juste des personnages qui font des pitreries random. Sans aller jusqu'à dire que ce film comprend parfaitement leur essence en tout cas, je les trouve plus sympas à suivre. Enfin, le film me paraît quand même pas mal à côté de la plaque en ce qui concerne Bugs. En soi, j'aime beaucoup l'idée de le voir tenter de reformer la bande des Tunes séparés alors que chacun est dans son propre univers Warner. C'est un côté Muppets le retour, qui lui aussi d'ailleurs disposait d'un discours intéressant, et cette fois intelligemment exploité, sur la place des Muppets et d'autres icônes d'antan dans la pop culture d'aujourd'hui. Je pense que Space Jam 2 aurait pu en être un bon successeur, si le scénario n'avait pas été aussi bidon et branlant de tous les côtés. Mais Bugs ne fait quand même pas trop Bugs dans ce film. Le côté ridiculement dramatique qu'il tente d'apporter passe à côté du personnage, qui a certes de nombreuses facettes, de foufou à sarcastique, mais là, ça lui va pas je trouve. La fin en particulier, on dirait quelque chose dont un des anciens cartoons se serait moqué, tant c'est foiré et même pas volontairement drôle. Tout de même, j'aime bien l'idée derrière sa scène d'introduction, avec son côté hyper enthousiaste à la vue de la première personne posant le pied dans le monde des Tunes depuis sans doute longtemps. C'est assez charmant. J'ai d'ailleurs aimé une bonne partie des scènes animées en 2D, déjà parce que la 2D est vraiment bonne et riche en détails, malgré des petits couacs qui, je suppose, font partie des résultats d'une production sous confinement avec une deadline définitive à respecter. On a quand même des animateurs comme Dan Askett, Tony Bancroft, Tony Servon et John McClanahan en charge de la 2D. Je suis impressionné de voir qu'ils ont pu réunir une team d'artistes aussi talentueux pour un tel film. Ces scènes sont très bien foutues, et j'apprécie la bonne idée d'avoir fait de LeBron un personnage en 2D pour éviter une interaction complètement cringe avec les Tunes. Et oui, ces scènes sont en full autopromo pour d'autres franchises Warner, et dans le cas de Matrix, c'est éculé à mort dans les parodies, mais d'autres fois, c'est mené avec une chouette verve. J'aime bien Bip et Coyote dans le monde de Mad Max Fury Road, malgré le côté saugrenu du crossover. En plus, leur intégration est très jolie visuellement. Et Daffy et Porky dans le monde de DC Comics, c'est également du bon, et ça suit la tradition de ces cartoons de Daffy dans lesquels il occupe des rôles de héros qui ne lui vont absolument pas, créant le décalage comique contribuant à faire de ces cartoons des classiques. La plupart des tunes sont quand même particulièrement sous-exploités dans ce film, et c'est vraiment dommage, en particulier Daffy lui-même. C'est scandaleux parce que c'est l'un des tunes les plus drôles pour beaucoup de monde déjà, et en plus faire de lui le coach auto-imposé des tunes, c'est une idée en or, ils auraient pu tirer d'excellents trucs avec ça. Et oui, je comprends totalement que les scènes crossover font que la cible du film est particulièrement difficile à estimer. Moi, ça m'a surtout rappelé que les Looney Tunes n'ont jamais été faits en particulier pour les enfants. Déjà à l'époque, il y avait des références qui devaient passer au-dessus de leur tête, et sans doute encore plus aujourd'hui. Mais en l'occurrence, avec tout ce qui constitue Space Jam 2, ça fait effectivement qu'on se demande à qui ce film se destine, et ça confirme mon impression d'un film bâtard et confus. Donc ouais, ce film me laisse vraiment partagé. Est-ce que je le considère comme un bon film? Non. Est-ce qu'il est un bon représentant de ce qui fait des Looney Tunes ce qu'ils sont? Certainement pas. Mais je ne vais pas ni avoir assez pris mon pied devant. Jamais je ne chercherai à contredire quelqu'un le considérant comme une catastrophe, surtout en tant que grand fan des Looney Tunes moi-même, mais je me suis amusé quand même, parfois aux dépens du film, parfois avec lui. Il est tellement over the top, à l'image de Don Cheadle s'éclatant à incarner un méchant naze, que ça ne m'a pas laissé de marbre, contrairement à bien d'autres blockbusters actuels, et quelque part, c'est déjà pas mal. Il n'empêche, même si j'ai apprécié ma séance, je reste mesuré et je déteste ce que ce film semble représenter pour l'avenir. Non pas seulement de la pop culture et de la domination des exécutifs contre les artistes et l'originalité, mais aussi des Looney Tunes eux-mêmes. Space Jam 2 est proche du nanar, et c'est en partie ce qui m'a amusé. Mais dans quel monde j'aurais envie de rattacher les Looney Tunes, des personnages aussi iconiques et aussi importants dans l'histoire de la comédie et de l'animation, aussi importants dans ma vie, à un nanar? Je n'ai pas envie que la jeune génération soit initiée aux Tunes avec des films comme celui-là. Un film par ailleurs symbolique de la maltraitance des personnages quand ils doivent passer sur le grand écran et des studios déconnectés de la bonne notion de divertissement. Heureusement, nous aurons toujours des productions rendant un hommage fidèle aux personnages ou les actualisant de bonne manière pour perdurer leur héritage. Mais avec ce que Space Jam 2 représente, je ne peux m'empêcher d'être inquiet. Surtout que le côté exécutif au-delà des artistes n'est pas aidé par le fait que plusieurs artistes n'ont même pas reçu de crédit pour leur travail dans le film.
Franchement, honte sur vous, Warner. Honte sur vous. Bon, on va espérer que le prochain Coyote vs Acme soit un vrai retour en forme pour les Looney Tunes sur grand écran, hein? Laissez-moi espérer, s'il vous plaît. En tout cas, ça marquera la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Allez voir Looney Tunes Cartoon à la place de ce film, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao! Let's get ready to rumble! Y'all ready for this?